Là où l'eau coule, la vie s'épanouit. Elle cache sous sa surface un univers aussi fascinant que méconnu. Des torrents de montagne aux rivières de plaine, les milieux aquatiques sont riches d'une grande diversité d'espèces animales et végétales. Le Rhône, le plus puissant des fleuves français, est un représentant majeur de ces écosystèmes d'eau douce au niveau européen. Avec l'aide de ses affluents, il a façonné au fil du temps des paysages variés et majestueux. Durant ces 2 derniers siècles, l'histoire du fleuve a été influencée par de nombreux aménagements. Les perturbations liées au développement humain et au changement climatique mettent en péril sa biodiversité exceptionnelle. La gestion des ressources en eau et des biotopes aquatiques constitue l'un des défis majeurs de l'humanité pour le XXIe siècle. Et aujourd'hui, les études scientifiques ont permis d'appréhender le Rhône et ses affluents comme un être vivant, riche et vulnérable. De la source à l'embouchure, des hommes et des femmes passionnés œuvrent à la protection et à la restauration de ces écosystèmes pour que la nature du Rhône continue de s'épanouir. Aux sources du fleuve, le glacier du Rhône constitue le point de départ du cours d'eau puissant qui s'amplifie jusqu'à la mer Méditerranée sur près de 810 km. Situé en plein cœur des Alpes suisses, ce glacier fait partie du massif du Saint-Gothard. Surnommé le château d'eau d'Europe, ces montagnes alimentent aussi le cours d'eau d'autres grands fleuves, comme le Pô ou le Rhin. Âgé de plusieurs millions d'années, l'avenir de l'imposant glacier est aujourd'hui incertain. Le lac Opale qui s'étend à sa base témoigne de sa fonte et de sa fragilité. Comme la plupart des grands glaciers alpins, son état de santé est suivi minutieusement par les scientifiques. Pour le glacier du Rhône, nos projections montrent qu'on doit vraiment s'attendre à un recul encore important pendant les prochaines dizaines d'années. Et on s'attend en fait que la majorité du glacier va être partie à la fin du siècle. À cette altitude, les pluies qui tombent en hiver s'accumulent sous forme de neige et de glace. Cette eau stockée grâce au froid est ensuite libérée par la fonte au printemps et en été. Avec le réchauffement climatique et le recul du glacier, ce processus naturel va être modifié. Cela aura une influence sur le débit du fleuve au fil des saisons, avec des crues plus précoces et importantes, et des périodes sèches plus fréquentes. Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour éviter ça? La chose qu'il faudrait faire en première instance, ça serait de diminuer l'émission de gaz à effet de serre. Notre projection elle montre que si on arrive à implémenter des mesures très fortes de réduction, comme il prévoit par exemple l'accord de Paris, on arriverait à sauver à peu près 40% du volume total de la glace qu'il y a dans les Alpes. Par contre, si on ne fait pas ça, on a l'impression qu'on arrivera à perdre à peu près tout le volume. Il nous faudra donc nous adapter au futur régime du Rhône. Et les bâches blanches étendues sur la partie touristique du glacier sont ici à l'image du pansement qui soulage localement une maladie, sans jamais en traiter la cause. Elles ne pourront pas ralentir le processus enclenché. Le Rhône quitte son lieu de naissance en s'élançant d'une falaise de 700 mètres de haut pour prendre la forme d'un tumultueux torrent alpin. Son écoulement sauvage et puissant emporte avec lui une multitude de particules de matière solide qui vont jouer un rôle essentiel pour l'équilibre du fleuve, les sédiments. Dévalant la pente à toute allure, la vitalité du torrent va rapidement être apprivoisée. En l'endiguant, nous avons cherché à maîtriser ces crues dévastatrices. Mais aujourd'hui, ces infrastructures ne sont plus à même d'épargner la plaine des futurs risques d'inondation.
Une nouvelle phase d'importants travaux a démarré pour protéger la vallée du Rhône suisse pendant les 200 prochaines années. Depuis l'artificialisation du fleuve, de nombreux espaces naturels ont été métamorphosés. C'est notamment le cas de l'embouchure du Rhône, dans le lac Léman, où il ne reste aujourd'hui que quelques vestiges de l'ancien grand delta qui alimentait le lac. Il y a 150 ans, la plaine était ici recouverte d'immenses marais, dont il ne subsiste désormais qu'une petite portion, la réserve naturelle des Grangettes. Ici, nous devons désormais reproduire artificiellement les effets du fleuve sur le milieu pour en maintenir sa biodiversité. Fauchage, creusement et charriage de matière sont les tâches qui incombent aujourd'hui aux gestionnaires de la réserve pour permettre la pérennisation de ce patrimoine exceptionnel. Le Rhône, il amène pratiquement plus de matériaux. Donc, comme dans presque tous les deltas du monde, la terre n'avance plus sur l'eau, mais c'est l'eau qui reprend du terrain et puis ça détruit des valeurs biologiques, les roselières lacustres et ce genre de choses. Alors là, on a fait d'une pierre deux coups. On a redonné une valeur biologique à cet étang et puis on va lutter contre l'érosion avec les matériaux là-bas, quoi. Sans un fleuve vivant, les étangs et les mares de la zone se comblent petit à petit et perdent de leur biodiversité. Cela fait maintenant plus de 30 ans que l'on recrée et entretient ces milieux. Alors, qu'est-ce qu'il y a là? Ah, ici, un nid de foulque. Ouais, puis là-bas... Ah ouais, il y a la poule d'eau. Elle est toujours là. La poule d'eau, le grébupé. Ouais, il a fait son nid, là. Il est près du Nil, hein? Oui. Ouais, alors t'as vu, ça a bien évolué, hein. Les roses, ils ont bien repris. Maintenant, ça pousse. Là-bas, ça s'est un peu fermé, mais pas trop, les roseaux. Puis je vais noter alors les espèces. Une poule d'eau, un gros couple de grébupé. Ce matin, j'ai entendu l'oriot, le coucou. Le coucou, hein, oui. Enfin, ouais, toutes ces espèces. Ouais, toutes les espèces arrivent actuellement. Ouais, cool, ça se passe bien. Oui. Au sein de ce site humide d'importance mondiale, la diversité des oiseaux aquatiques est exceptionnelle. De nombreuses espèces profitent désormais de la protection de ces espaces restaurés. C'est le cas du grébupé. La présence de cet oiseau était assez rare il y a seulement quelques décennies. Voilà, nous nous trouvons dans une lagune qui a été recréée récemment. Donc ça a permis à beaucoup d'oiseaux de s'installer, notamment le grébupé. Ce grébupé, il avait été pratiquement éliminé au XVIIIe et XIXe siècle. Et puis, suite à sa protection, alors la population s'est reconstituée. Et maintenant, c'est une espèce qui est abondante. Et donc maintenant, nous sommes en pleine période de reproduction. Les deux conjoints plongent, vont chercher des algues au fond de l'eau, remontent et puis se dressent l'un contre l'autre en agitant la tête. Et puis ça, c'est l'incitation à construire un nid et puis à se reproduire. Pour un photographe, c'est vraiment un des oiseaux les plus spectaculaires de nos contrées. Quand on a la chance de pouvoir assister à leur parade, c'est que du plaisir. Pour aller plus loin et répondre aux enjeux écologiques de la zone, un projet de revitalisation du Rhône est programmé. L'ouverture de la digue et le creusement de nouveaux bras proches de l'embouchure devraient réamorcer les dynamiques d'un delta naturel et permettre de faire revenir un bon nombre d'espèces animales. Le Rhône change de visage en mélangeant ses eaux au lac Léman. Avec des dimensions étourdissantes, 72 km de long, pour une moyenne de 8 km de large, cette véritable mer intérieure est à la fois pourvoyeuse d'eau potable, de nourriture et de loisirs. Le lac joue un rôle capital pour tout le bassin lémanique. Il est donc essentiel de veiller à sa préservation. Après le pic de pollution du lac au phosphore dans les années 70, puis suite aux efforts d'assainissement, la qualité des eaux s'est nettement améliorée. Dans ces espaces sensibles et autrefois eutrophisés, c'est toute une vie étonnante et foisonnante qui a pu se rétablir. Tiens. Alors tu regarderas, mais je pense que l'herbier a bien dû grandir depuis l'année passée. Sur la zone derrière, là, tu devrais avoir des grandes plantes.
Cette flore aquatique émerge au printemps et les scientifiques recensent chaque année la diversité d'espèces qui composent cette forêt sous-marine. Les végétaux qu'on peut observer sur les fonds lacustres sont les principaux sites de ponte des poissons, de nourriture pour certaines espèces, de cache, d'habitat, où là on retrouve 90% des espèces qui vivent dans ce grand lac, même s'il descend à 300 mètres de profondeur. C'est une forêt de plantes aquatiques qui sont extrêmement fragiles et très importantes pour l'ensemble de l'écosystème. On a retrouvé des petites espèces qui sont réapparues au fur et à mesure que la qualité des eaux s'est améliorée. Certaines avaient disparu depuis plus de 100 ans et tout d'un coup, elles sont réapparues maintenant. Et on a à nouveau un lac qui est de plus en plus bleu et de plus en plus clair. Maintenant, on a des substances qui sont cachées, des polluants chimiques, des microplastiques. Il faut rester extrêmement vigilant à toutes ces substances, aussi à leur mélange entre elles. Et ça demande de la recherche constante, des suivis, et savoir les maîtriser à la source, en fait. Empêcher qu'elles arrivent après dans le milieu. Anticiper l'impact des activités humaines sur le long terme. Cette approche prend tout son sens lorsque l'on sait qu'une goutte d'eau séjourne environ 11 ans et demi dans le lac, entre son entrée et sa sortie. À l'issue de cette lente traversée, le fleuve retrouve son lit et quitte l'agglomération de Genève. Il est rapidement rejoint par l'Arve, dont les eaux troubles et glaciales proviennent des plus hautes montagnes d'Europe occidentale, le massif du Mont Blanc. À son arrivée en France, le Rhône s'enfonce dans un couloir qu'il a lentement sculpté dans la chaîne du Jura, le défilé de l'Écluse. L'homme a ici su faire preuve d'ingéniosité pour profiter de la puissance du fleuve, source d'énergie colossale et abondante. Le barrage de Génissia, première construction hydroélectrique sur le Rhône français, en est un bel exemple. Il fait partie de ces nombreux ouvrages monumentaux qui jalonnent tout le parcours du fleuve, produisant une électricité qui se diffuse bien au-delà de ses berges. Malgré ces installations, ce tronçon compte parmi les plus préservés du fleuve. Il s'enrichit ici des nombreux cours d'eau remarquables dont regorgent les massifs du département de l'Ain. Dans ces espaces particulièrement préservés, les affluents du Rhône ont conservé une pureté originelle qui se fait rare aujourd'hui. C'est notamment le cas de la Valserine, première rivière française à être labellisée rivière sauvage. Cette onde de vie regorge d'une multitude d'espèces protégées, empreinte d'un monde menacé de disparition. Notre label a commencé à se construire dans ce département-là, notamment sur la Valserine, qui est vraiment la rivière pionnière. Il s'est aussi donc élargi, puisque au niveau national, là, on est à 26 rivières labellisées au jour d'aujourd'hui. Et puis, on a testé cette grille de critères sur une petite dizaine de rivières au niveau européen. Quand on labellise ces rivières, en fait, l'idée, c'est vraiment pas de mettre sous cloche ces milieux-là. C'est vraiment de travailler avec l'ensemble des activités qu'il peut y avoir dans ces vallées exemplaires, de faire en sorte que les gens qui vivent au bord de ces derniers joyaux, de ces dernières rivières sauvages, puissent se réapproprier leur milieu, leur rivière, puissent en être fiers et puis continuer du coup à la conserver. Cette démarche est un pas en avant pour la sauvegarde de ces milieux d'exception. La vie qu'ils abritent est surprenante. Il y a une dizaine d'années, des naturalistes y ont fait la découverte d'une espèce de libellule encore jamais observée sur le département, le Corduligaster bidentata. Les scientifiques Robin Letcher et Régis Crié-Jacquier continuent les prospections pour mieux connaître la répartition de cette espèce et ses exigences écologiques. On va arriver au nouveau site qu'on a trouvé il n'y a pas longtemps. Ouais. Parmi tous ceux qu'on a trouvés sur la réserve naturelle par ailleurs, c'est une autre source. Et je pense qu'elle devrait être favorable à Corduligaster bidentata, je pense. Mais écoute, on va voir. Ouais. Ah, tu sais qu'elle est exigeante, hein. C'est pas parce qu'il y a un milieu qui est favorable qu'on va forcément le trouver dessus, hein. Mais bon. Ok. Si on cherche pas, on n'est pas prêt de trouver. Allez, on va regarder, essayer de pas tout fiche en l'air. Alors, est-ce qu'il y aurait quelqu'un là-dessous?
Là, il a l'air assez compact. Hein, Là, c'est un peu compact, ouais. Des gamards. Il y a des gamards, donc il y a du monde. Il y a de quoi manger, donc pour les larves. Eh ben, en voilà une. Par contre, si c'est bien un cordylégaster, là, on va peut-être avoir des problèmes pour l'espèce. Il est quand même vraiment, vraiment petit, celui-là. Bon, ben, c'est déjà bien. Ça montre déjà que le milieu est bien favorable. Vu le milieu ici et vu ce qu'on a dans le coin, forte chance que ce soit Bidentata, mais bon. Comme toutes les libellules, la première partie de sa vie, elle la passe sous forme de larve. Sauf que, vu les conditions particulières dans lesquelles vit cette larve, c'est-à-dire des petits suintements, des zones où il y a vraiment très peu d'eau, eh bien, sa vie larvaire va être très longue. Et puis un jour, donc, quand on arrive au stade terminal, la larve donc, va sortir de l'eau définitivement, elle va choisir un support, et on va avoir donc la dernière métamorphose, c'est-à-dire le dernier gros changement, et on va passer d'un insecte aquatique à un insecte terrestre et aérien. Pour la plupart des gens, un cours d'eau, c'est un chenal qui passe devant soi, quoi. Mais en fait, un cours d'eau, c'est tout un écosystème. C'est des affluents, ça veut dire donc des grosses rivières, des plus petites rivières, des petits ruisseaux, et on va jusqu'en tête de bassin où on va voir ces petits suintements. Et ce qui est important, c'est que, bon, là, on parle de la Valserine, on est sur une petite rivière, mais cette Valserine, effectivement, elle va au Rhône, quoi. Et du Rhône, on va à la Méditerranée, et tout ça, ça fait cette chaîne d'écosystèmes, en fait, qu'il faut également conserver, quoi. Parce qu'on ne les conserve pas, on va attaquer le système dans son intégralité. Dans cette région, les rivières qui s'écoulent sur un sol calcaire ont façonné des paysages féeriques. Architecte du territoire, l'eau creuse, s'infiltre, érode, sculpte et crée ici de vastes réseaux souterrains, des gorges et des canyons. Parmi ces cours d'eau qui alimentent le Rhône, la rivière Groin a profité d'une faille géologique pour ouvrir un impressionnant canyon de plus de 40 mètres de profondeur. La rivière peine à trouver la lumière au fond de cette brèche vertigineuse. Dans ce décor obscur et parsemé de formations géologiques fascinantes, le soleil s'infiltre parfois dans l'étroite ouverture et vient sublimer la splendeur de cette sculpture sauvage. Petite plage de galets. Ouais, une jolie plage de galets qui nous raconte aussi un peu l'histoire d'avant que le canyon soit creusé. Oui, parce que là, c'est pas du tout du calcaire, là. On est sur un genre de quartz, non? Ouais, ben, dans le bassin, en fait, on n'a que du calcaire. Donc, normalement, on devrait retrouver que des galets calcaires. Et là, on va retrouver des granites et des quartz. Mais là, ceux-là, ils ont été transportés par les glaciers. Parce qu'il y a 12 000 ans, ici, on avait encore les glaciers. Donc là, du coup, ces formes qu'on voit, ces creusements dans la roche, là, ça s'est formé comment? Alors ça, c'est toutes les marmites qu'on a pu voir au départ du canyon ou tout au long du canyon. En fait, c'est typiquement des formes d'abrasion, c'est-à-dire que c'est de l'érosion mécanique, c'est tous les sables, les galets qu'on a à nos pieds, qui sont emprisonnés dans ces marmites, qui vont tourner sur eux-mêmes et du coup qui vont creuser ces marmites. Et attaquer donc la roche par chocs successifs lors des crues. Comme du papier vert qui vont poncer la roche. On a les différentes étapes, on a le calcaire, le joli calcaire bien compact, la belle faille dans laquelle l'eau va s'engouffrer et plus que de l'eau, des galets, des sables qui va venir creuser très profondément et sculpter toutes ces magnifiques parois qu'on a pu voir jusqu'à présent. Donc finalement, c'est le transport sédimentaire qui participe à l'érosion et au creusement des canyons. Le transport sédimentaire participe très fortement au creusement des canyons. Le canyon du Groin est un trésor unique sur le bassin du Rhône. Il révèle que la puissance d'un cours d'eau ne réside pas seulement dans la vitesse d'écoulement de ses eaux, mais également dans sa capacité à transporter des matériaux qui participent à la construction des décors naturels. À la pointe sud du massif du Bugey, les sédiments charriés par le Rhône ont formé des îles et des îlots qui séparent le fleuve en différents bras.
Comme pour le canyon du Groin, l'histoire du climat a fortement influencé la morphologie du fleuve. Cet héritage est toujours visible et donne au fleuve une allure sauvage et préservée. Alors dans ce secteur, le Rhône il a une physionomie un petit peu particulière parce qu'en fait, pendant la dernière ère glaciaire, on avait ici plus d'1 kilomètre de glace, donc la montagne qui est là derrière nous, elle dépassait à peine du sommet du glacier. Le glacier donc, du Rhône s'écoulait jusqu'à Lyon. Et ce glacier, il a eu plusieurs effets. Il a creusé un lac glaciaire. Dans ce grand lac glaciaire, en fait, le Rhône il est venu donc, ramener des matériaux, des sables, des graviers, des galets, pour former une zone très plate. Et ensuite, depuis la fin de la glaciation, le Rhône n'a pas arrêté de divaguer là-dedans. Alors au début, il a eu un style plus en méandre. Donc il y a tout un ancien réseau de méandres qui sont encore présents dans la plaine. Le plus bel exemple, c'est l'ancien méandre du Sauget. Et ensuite, suite à un changement dans la capacité de transport du Rhône en sédiments, il y a un style plutôt en tresse qui s'est imposé. Donc un style en tresse, c'est vraiment le Rhône qui va se démultiplier en un grand nombre de bras. Les bras ici sont localement appelés des launes. Et c'est dans ces milieux-là qu'on va trouver une biodiversité exceptionnelle. Maintenir le caractère sauvage d'un fleuve nécessite une vision audacieuse de la part des acteurs du territoire. Il en résulte une nature généreuse dans un espace qui a récemment été classé réserve nationale. Donc là, on est sur une laune où il y a du courant, il y a du gravier. Là, c'est vraiment la zone où on pourrait voir du hautu, du barbeau, un peu les poissons d'eau courante. Et qu'est-ce que tu pourrais avoir au niveau herbier, aquatique? Là, on pourrait avoir peut-être le potamo noueux, des choses comme ça, peut-être les lodés, dans les zones les plus calmes. Saison après saison, la vie reprend ses droits pour exprimer ici toute sa diversité et sa beauté. Ce qui est important dans un écosystème comme le fleuve Rhône, c'est vraiment d'avoir une diversité de milieux. Ici, le Rhône, il avait perdu beaucoup de launes qui s'étaient déconnectées, la nappe ayant parfois descendu. Et donc, du coup, le fait d'avoir des launes différentes, c'est vraiment ce qui a apporté le projet de restauration du Rhône. Le but, c'est d'avoir à la fois des launes qui communiquent avec les nappes phréatiques, des launes qui puissent être connectées au Rhône, d'autres un petit peu moins connectées, pour que la biodiversité qu'on attendait, elle puisse revenir dans de bonnes conditions. Les scientifiques ont mesuré ces retours de biodiversité, donc à la fois sur les poissons, sur les macro-invertébrés et sur la morphologie. Et ils nous disent aujourd'hui que la restauration du Rhône a fonctionné, c'est-à-dire que la biodiversité qui devait réapparaître et regagner ses bras restaurés était effectivement de retour. Tu vois quelque chose? Là, on voit vraiment des herbiers assez denses, de berles dressées. On a aussi des herbiers à calitriche, donc c'est une petite plante qui est en forme d'étoile. Et on a également des herbiers à potamo et à rubanier. D'accord. Qui sont aussi caractéristiques de cette laune. Le fleuve est indissociable de la forêt qui sépare ses différents bras. On l'appelle forêt alluviale parce qu'elle profite des aléas du cours d'eau pour se nourrir, pour croître et se régénérer. Ah tiens, regarde. Là, on a une accumulation de limon. Ouais, là, c'est l'hydrologie du mois de juin. Là, on a eu beaucoup d'eau et du coup, là, on est bien soumis aux crues dans ce secteur-là. La forêt, elle est bien influencée. Ouais. Le principal rôle d'une forêt alluviale, c'est un rôle de corridor, puisque c'est vraiment une zone d'interface entre les habitats aquatiques et les habitats terrestres. On a aussi un rôle important pour la régulation des crues, puisque les arbres, avec leurs racines, vont vraiment fixer les berges. Et on a aussi un rôle dans l'épuration de l'eau, également. Les boisements alluviaux représentent vraiment des zones refuges pour de nombreuses espèces, comme des oiseaux, des reptiles, des amphibiens, mais aussi des mammifères, comme par exemple la loutre d'Europe. Cette espèce-là, elle a vraiment besoin de milieux aquatiques pour se nourrir et elle va utiliser donc justement les boisements alluviaux pour se déplacer. Comme cette espèce-là commence à recoloniser de plus en plus les fleuves, dont le Rhône, on essaye de chercher des indices de présence. On a eu certaines données sur la réserve, donc elle colonise de plus en plus ce milieu-là. Comme la loutre, d'autres espèces curieuses évoluent dans les milieux annexes du Rhône.
C'est le cas de la petite tortue cistude qui a élu domicile dans les étangs de Mépieux, à quelques kilomètres en aval. Son mode de vie souligne la nécessité, pour la faune et la flore associées à ces zones humides, de disposer d'espaces protégés autour de l'eau afin d'assurer leur prospérité. Alors, la tortue cistude est une tortue aquatique, donc dans l'étang, elle va se nourrir de petits invertébrés, notamment de mollusques, d'insectes aquatiques. Et elle est charognarde aussi, elle est attirée donc, par les cadavres d'animaux. Et donc, elle a un rôle de nettoyage de l'étang et elle évite comme ça que des maladies se propagent dans l'étang. C'est une espèce qui est très longévive, elle vit plusieurs dizaines d'années, qu'elle passe la majorité de son temps dans l'eau. Et puis, les femelles, elles vont sur des sites terrestres pour aller pondre. Donc il lui faut des prairies bien rases, bien pâturées ou qui viennent d'être fauchées pour pouvoir pondre. Donc on voit que c'est une femelle adulte et notre système de code nous montre que 10, 9, 8, c'est la 3008 qu'on a déjà marquée il y a 15 ans sur cet étang. Voilà, on sent à travers la peau les œufs, donc elle ne va pas tarder à pondre. Ça fait plusieurs millions d'années qu'elle est présente ici, donc elle a traversé différentes conditions climatiques, des bouleversements de tous ordres. Elle a réussi à se maintenir et on sait qu'elle est capable de s'adapter. Donc les milieux aquatiques ne nous inquiètent pas trop. Le problème qui se passe, c'est le recul du pastoralisme traditionnel, des petits élevages. C'est le problème de la fauche à certains endroits qui est mécanisée. Et puis c'est surtout le problème de la transformation de l'agriculture en bordure des zones humides, où on a planté beaucoup de céréales et notamment beaucoup de maïs. Et donc là, cette transformation, elle est souvent irréversible et on perd des sites de ponte. C'est vraiment important de travailler là-dessus, sur les sites de ponte associés aux zones humides. Et ensuite, c'est important de travailler sur la connexion possible entre ces réservoirs de biodiversité pour que les populations puissent échanger. Parce que la cistude, c'est un point particulier, mais derrière, elle permet de protéger toute une panoplie d'animaux et de végétaux qui ont besoin des mêmes conditions. Donc aujourd'hui, on s'en sert un petit peu d'étendard pour protéger les zones humides, les pelouses sèches, et montrer que l'homme peut avoir une action positive sur la nature en gérant des milieux aquatiques et en gérant des prairies. C'est le 3045. C'est vraiment cette complémentarité qu'on joue et on essaye de la jouer à travers tout l'axe du Rhône, du Léman à la mer, en essayant d'avoir un maximum de sites préservés, gérés le long du fleuve. Sur tout le tracé du Rhône, les espaces naturels doivent aujourd'hui cohabiter avec les espaces aménagés. Après les barrages hydroélectriques, ces rives ont été propices à l'implantation des premières centrales nucléaires qui vont y puiser une eau fraîche pour refroidir leurs réacteurs. Depuis le Bugey jusqu'à la mer, on dénombre 6 centrales, dont 4 sont encore en fonctionnement. On se pose aujourd'hui des questions sur l'avenir de ces installations, car les effets du réchauffement climatique se sont déjà fait sentir. Certaines centrales ont subi des arrêts forcés pendant l'été à cause d'un débit trop faible ou d'une température trop élevée de l'eau. Avant d'entamer son virage plein sud pour rejoindre la Méditerranée, le Rhône se partage en 2 canaux artificiels distincts, le canal de Miribel et celui de Jonage. Entre ces 2 bras, l'île de Miribel-Jonage joue un rôle primordial sur la gestion de l'eau. À la fois zone de protection naturelle contre les crues et pourvoyeur d'eau potable pour toute l'agglomération lyonnaise, cet écosystème a vu son fonctionnement modifié. Dans cette ancienne plaine alluviale, le Rhône divaguait au rythme des crues. Les canalisations successives des 2 derniers siècles ont entraîné un assèchement des milieux, avec un impact significatif sur la biodiversité. Malgré ces transformations importantes, et suite à une politique ambitieuse, le site est parvenu à conserver une mosaïque remarquable de milieux naturels, où l'on retrouve de nombreuses espèces de grand intérêt, comme le castor d'Europe, qui a recolonisé ces étangs.
La situation du castor sur le Grand Parc et sur Miribel, elle est comment actuellement à peu près? En gros, du coup, il y a à peu près 14 familles sur le parc, là. Donc ça fait à peu près entre 50 et 60 castors. Et là, pour te donner un ordre d'idée, sur le lac des Eaux Bleues, on a 6 ou 7 huttes, donc 6 ou 7 familles. Et donc là, on se dirige vers où? Là, en gros, il y a une hutte qui est juste derrière, là. Donc on va aller accoster un peu plus loin pour pouvoir les observer depuis la terre. Ok, ça marche. Bon, c'est parti. C'est le premier mammifère qui a été protégé en France métropolitaine, donc en 1968. Il a presque failli disparaître. Au XXe siècle, il restait quelques populations, notamment en basse vallée du Rhône, mais c'était à peu près tout. Grâce à la protection, il a pu commencer à recoloniser les différents cours d'eau et remonter donc, la vallée du Rhône. Et c'est pour ça qu'on en retrouve maintenant autour de Lyon et de sa périphérie. Ouais, donc tu vois, là, t'as la hutte qui est juste devant, là. On voit les branches qui dépassent de l'eau. Ok. Effectivement, il y a des belles traces de présence. Puis là aussi, on voit qu'il y a un passage fréquent. Il y a les branches en plus dans l'eau qui sont rongées et après laissées là par les différents individus. Et puis c'est vrai que juste devant, là, sur le sol, on voit nettement bien les traces de coupe. Ouais, c'est assez frais en plus. Hein. Et tiens, en plus, je crois qu'il y en a un qui sort là-bas, qui est en train de nager tout doucement, là. Ah ouais, exactement. Il part, il est en train de se décaler sur la droite. Ouais, je vois, Le castor, c'est un architecte du paysage. Ces barrages font des retenues d'eau qui sont favorables, par exemple, aux tritons, aux grenouilles, aux libellules, qui sont ensuite potentiellement des proies. Et donc, ça favorise aussi les prédateurs. Donc, par exemple, les hérons, certains rapaces, des mammifères aquatiques aussi, par exemple. Le fait aussi qu'ils coupent des arbres, ça fait du bois mort. Et le bois mort, c'est aussi très très important pour la faune. Il y a des insectes notamment qui sont spécifiques du bois mort. Donc il a vraiment un impact et un intérêt écologique très très fort. Le Rhône quitte la région lyonnaise pour s'aventurer dans une longue plaine sédimentaire qui relie le nord et le sud de la France. Ses eaux ont été gonflées par la Saône, son plus gros affluent. Le fleuve devient alors un axe de communication majeur et il attire sur ses rives des industries nombreuses. À mi-chemin entre Lyon et Valence, dans la moyenne vallée du Rhône, une langue de terre verdoyante divise le cours d'eau, l'île de la Platière. Ce territoire protégé est intimement lié aux humeurs du fleuve. Il héberge une faune et une flore qui trouvent ici un habitat devenu rare dans la vallée. Encerclée d'aménagements liés aux activités humaines, l'île est soumise à une forte pression, car la quantité d'eau disponible pour son écosystème diminue chaque année. Les gestionnaires du site relèvent régulièrement les niveaux de la nappe souterraine, dont dépend la survie de ce milieu. Cette forêt, c'est une garantie d'une ressource en eau de qualité. Elle épure l'eau, un chiffre qui résume bien les choses. Sous forêt alluviale, la teneur en nitrate est de l'ordre de 8 à 10 mg litre. Sous espace agricole à côté, elle est de l'ordre de 20 à 25 mg par litre. Si on n'arrive pas à rétablir un niveau de nappe suffisant, cette forêt elle va évoluer vers autre chose, vers une forêt non typiquement alluviale. Et ça serait une perte importante puisque c'est un des grands massifs, c'est même le plus grand massif de forêt alluviale entre Lyon et la Camargue. Entre les besoins industriels, hydroélectriques et agricoles, les acteurs économiques du territoire doivent se mettre d'accord pour laisser un minimum d'eau indispensable à la survie de la forêt. Autrefois, cette forêt alluviale se régénérait au rythme des crues du fleuve, qui remodelaient sans cesse le paysage. Mais avec l'essor industriel et agricole des 19e et 20e siècles, le Rhône a été aménagé en grande partie pour faciliter l'exploitation et la navigation, affaiblissant ainsi sa dynamique originelle. L'ancien tracé naturel du fleuve a été abandonné en partie, au profit de nouveaux tronçons artificiels créés pour les besoins hydroélectriques et fluviaux.
les conséquences sur la forêt alluviale, les habitats et les espèces sont lourdes. Les aménagements construits sur ces anciens bras du Rhône pour faciliter la navigation au XIXe siècle n'ont à présent plus d'utilité. Afin de retrouver un fleuve dynamique et vivant, d'importants travaux de démantèlement de ces ouvrages ont été entrepris sur tout son tracé naturel. Comme ce fut le cas ici, récemment, sur le vieux Rhône de l'île de la Platière. Depuis ce démontage, les processus d'érosion se sont remis en route. La relance de ces processus permet de retrouver des habitats qui n'existaient plus sur le Rhône et plus sur la réserve. D'une part, ces talus d'érosion, importants pour toute une série d'espèces, dont le martin-pêcheur, l'hirondelle de rivage et le guêpier d'Europe. Et puis là, une très belle régénération de saule blanc avec ses feuilles argentées. Et puis là, le peuplier noir avec ses feuilles de format losangique un peu, là, qui constituent le premier stade d'une future forêt alluviale si le Rhône ne vient pas emporter à nouveau ses dépôts lors d'une prochaine crue. Canalisé, rétréci, dérivé et exploité durant 1 siècle et demi, le fleuve retrouve aujourd'hui progressivement son fonctionnement naturel sur les secteurs restaurés. Et c'est tout un cortège d'espèces qui peut à nouveau s'épanouir. Le Rhône poursuit sa route vers le sud, et petit à petit, les paysages se transforment. Le fleuve quitte un climat semi-continental pour un climat méditerranéen. Le sol change de caractère, et le Rhône voit s'élever sur sa rive droite le massif ardéchois. La nature de ces roches calcaires appelées karstes est à l'origine d'une remarquable formation géologique, les gorges de l'Ardèche. Au pied des falaises abruptes façonnées pendant des millénaires par l'impétueuse rivière, les eaux de l'Ardèche se reposent enfin. La bonne qualité des eaux de cet affluent permet le développement d'une faune riche et abondante, dont une moule d'eau douce, espèce rare et très utile au bon fonctionnement de l'écosystème. Le suivi de la population de ce coquillage est un bon indicateur de l'état de santé de la rivière. Tiens, il y en a une là. Ah bah voilà, ça y est. La mulette des rivières, Potomida littoralis, avec les formes typiques de l'Ardèche, donc assez grande et puis très érodée, très abîmée. Okay. Tu vois, normalement, la coquille elle devrait être toute noire et là c'est attaqué. Il y a même une grosse cicatrice ici, là. Donc ça, c'est le mouvement des cailloux, en fait, hein, parce que ça fait 40 ans qu'elle est au fond et qu'elle se prend les crues. Ah ouais. Et donc, en fait, elle se tient comme ça dans le sédiment. Et donc, il y a cette partie-là qui dépasse et elle filtre par là, elle absorbe l'eau, elle recrache par là. Ces animaux-là, ils peuvent se déplacer un petit peu dans le sédiment, mais très peu. Par contre, la stratégie, c'est qu'elle va émettre une larve qui va aller se fixer dans les branchies d'un poisson. Et donc, pendant ce moment-là, la larve, elle est extrêmement mobile puisqu'elle se déplace avec le poisson. Okay. Et donc, les mulettes choisissent évidemment des poissons qui vivent dans leur milieu de vie. Et donc là, typiquement, ça va être le barbeau fluviatile, le prince de ce genre de milieu. Du coup, il y a d'autres espèces autochtones dans la réserve? Alors, dans la réserve, il y a au moins 2 autres espèces autochtones de grande taille comme ça. Et surtout, il y a une espèce envahissante qui a colonisé la France à partir de la Camargue et qui colonise tout le Rhône de l'aval vers l'amont, qui remonte, qui est aujourd'hui remonté jusque dans la Saône, et qui est là, à l'aval des gorges de l'Ardèche, qu'on trouve en bas, qui est l'anodonte chinoise, qui est une très grande espèce. C'est aujourd'hui la plus grande espèce de moule de rivière de France, et qui pose des problèmes de compétition pour la reproduction avec les espèces autochtones, parce qu'elle émet énormément de larves, et les poissons deviennent résistants. Le relief aérien et souterrain de cette région de plateau calcaire est modelé par le lent travail des eaux d'infiltration. Ici, l'eau a creusé au fil du temps un vaste réseau de galeries souterraines. Certaines de ces grottes sont devenues des références majeures en géologie, comme la grotte de Saint-Marcel d'Ardèche, dont le réseau s'étend sur plus de 58 km.
Ce dédale souterrain est un témoin du passé du bassin versant du Rhône. Intimement lié au fleuve, la formation de ces galeries est un sujet de recherche qui n'a pas encore révélé tous ses secrets. Là, on a des sacrés volumes. Là, on a combien de plafonds à peu près? La galerie fait 10 mètres de diamètre, donc 10 mètres de haut, 10 mètres de large. D'accord, tout ça creusé par l'eau. Ouais, de l'eau chargée en gaz carbonique quand même. Hein. Ah oui, l'acidité du gaz carbonique. C'est ça, qui dissout le calcaire et qui après le redéposera plus tard à la sortie de la grotte. Voilà, je sais pas si tu vois, mais sur les parois, on a des petites formes là, un petit peu de tôle ondulée. Et donc ça, c'est l'impression du courant qui a imprimé sa forme sur les parois. D'accord, c'est ça les coups de gouge? C'est ça, c'est les coups de gouge. On en voit un ici avec la pointe qui nous indique l'aval du courant, la sortie. Donc la sortie de l'eau par ici et l'amont par là. On est en train de remonter le courant. Ah, c'est sûr que c'est pas les mêmes diamètres de galerie. Non, c'est sûr. Bon, ce qui est à chaque fois surprenant à Saint-Marcel, c'est l'alternance de passages étroits et de grandes galeries. Ça redevient beaucoup plus large. C'est ça. Attention, ça glisse un peu. Ouais, ça glisse carrément, ouais. Donc là, du coup, ces galeries, elles ont quel âge? Eh bien, elles n'ont pas plus de 6 millions d'années. Puisqu'il y a 6 millions d'années, il y a eu une crise géologique avec l'assèchement de la mer Méditerranée. La crise messinienne? C'est ça. Du coup, la mer Méditerranée s'assèche et le Rhône incise une profonde vallée de plus de 600 mètres de profondeur au niveau de Montélimar. Et du coup, vu que le Rhône sert de niveau de base à l'Ardèche, les réseaux souterrains, les rivières, se sont enfouis très profondément sous terre pour rejoindre la vallée du Rhône. Voilà, maintenant c'est plein vide. Allez. Mais voilà, c'est même pas se descendre quand même. Superbe. Du coup, on a descendu d'un niveau. Oui, c'est ça. On est encore dans les galeries sèches. Ouais, tu vois les galeries fossiles. Par contre, plus on descend, au bout d'un moment, on va arriver au niveau de base, voilà, qui correspond à la rivière Ardèche et qui correspond au niveau du Rhône actuel, quoi. Ouais, le niveau, là où est l'eau aujourd'hui, quoi. C'est ça. On ne sera pas équipé pour là. Ouais. Les eaux qui circulent dans les parties encore noyées de ces cavités vont alimenter la rivière Ardèche. Elles rejoindront ensuite celle du Rhône pour faire route commune vers la Méditerranée. Sur cet itinéraire parsemé d'embûches, les barrages qui jalonnent le cours du fleuve constituent des obstacles difficilement franchissables par la faune aquatique. Ce qui pose problème aux poissons migrateurs qui vont parcourir jusqu'à plusieurs centaines de kilomètres pour se reproduire, se nourrir ou s'adapter aux changements de température. Là où des écluses permettent aux bateaux de franchir ces barrières, ces barrages font aujourd'hui l'objet d'aménagements pour restaurer la continuité écologique et retrouver la libre circulation des espèces. Leur survie en dépend. Là, l'usine hydroélectrique de Beaucaire, c'est le premier aménagement en venant de la mer que vont rencontrer les poissons migrateurs, que sont la lauce-feinte du Rhône, l'anguille européenne et puis la lamproie. Alors à la construction des aménagements ici, pour le cas présent, dans les années 70, l'enjeu poisson avait déjà été pris en compte avec des ouvrages. Les aménagements en fait, ont été modifiés, modernisés pour améliorer en fait, le succès de franchissement de ces poissons migrateurs. Donc là, la particularité de ces aménagements, c'est qu'ils ont été dimensionnés et ils sont très sélectifs parce qu'ils servent que pour les anguilles. Donc ils sont constitués de rampes de reptation. Donc les différentes rampes permettent de franchir en fait la hauteur de chute, donc c'est-à-dire la délimitation de l'ouvrage.
Ce qu'il faut retenir, c'est que chaque passe à poisson, chaque ouvrage de franchissement, ça reste quand même un petit prototype. Et c'est pour ça qu'on a un suivi scientifique associé, confié à l'Association migratoire de Méditerranée. L'anguille est un poisson migrateur qui a comme cycle de vie une reproduction qui va se passer en mer des Sargasses, dans le golfe du Mexique. Et puis elles vont faire toute la traversée de l'Atlantique pour coloniser les milieux. Elles vont sentir cet appel d'eau douce et donc coloniser les fleuves côtiers, les lagunes ou encore, comme ici, le Rhône. Aujourd'hui, le milieu a été très fragmenté depuis les années 50, 60. On arrive à un moment où le stock est tellement petit que potentiellement l'espèce pourrait venir à disparaître. Et donc l'idée, c'est de pouvoir les aider à passer ces ouvrages et puis de manière à ce qu'elles puissent avoir accès à ces milieux pour avoir une croissance convenable. Avant d'arriver à la mer Méditerranée, le fleuve se sépare en 2 bras pour former un vaste espace façonné par les sociétés humaines au fil du temps, la Camargue. Entre Petit et Grand Rhône, ce delta, unique en France, a été intégralement endigué à partir du 19e siècle pour les besoins de l'agriculture et de la saliculture. Lieu de rencontre entre eau douce du fleuve et eau salée de la mer Méditerranée, la Camargue incarne un des hauts lieux de biodiversité en Europe grâce à des espèces remarquables et à un fort taux d'endémisme. Face au changement climatique et à la montée des eaux, ces espaces sont en sursis. Avec plus de 70% du delta situé à moins d'1 mètre d'altitude, la Camargue doit s'adapter à l'inéluctable montée du niveau marin. Les infrastructures artificielles mises en place par le passé ne peuvent pas, à elles seules, nous protéger des changements climatiques. C'est ici, dans une partie des anciens salins du Midi, rachetés par le Conservatoire du Littoral, que des solutions novatrices sont expérimentées. Depuis plusieurs années, les processus naturels ont été réactivés en laissant la mer reconquérir ces espaces qui auparavant figeaient le littoral. Alors ici, on voit les vestiges d'une digue qui a été construite dans les années 70 pour les besoins de la production de sel. C'est une digue qui avait été construite en arrière du littoral, en arrière-plage. Et avec l'érosion, avec le recul du trait de côte, la mer a fini par se rapprocher de la digue et elle est aujourd'hui quasiment disparue. L'idée, c'est de ne pas la reconstruire, mais plutôt de laisser la possibilité au littoral de retrouver un aspect naturel et de permettre à une plage de se reconstituer à un endroit où elle avait complètement disparu. Il y a en travers de ces plages des chenaux naturels qui se reconstituent et ça permet aux étangs qui sont situés en arrière d'être à nouveau connectés avec la mer. Et ça, c'est vraiment important parce qu'il y a toute une faune marine migratrice, différentes espèces de poissons qui peuvent à nouveau recoloniser les étangs comme c'était le cas auparavant. Alors c'est une stratégie évidemment qui implique de maintenir une protection des biens et des personnes avec des digues de défense plus en arrière du littoral, sur des secteurs qui sont évidemment beaucoup moins directement exposés à la mobilité du littoral et donc qui vont être beaucoup plus pérennes et aussi beaucoup moins coûteux à entretenir. En reconnectant naturellement les anciens salins à la mer, c'est tout un écosystème qui est en train de se métamorphoser. La réapparition de périodes sèches l'été et d'inondations l'hiver permet de retrouver petit à petit des paysages typiques du delta qui avaient complètement disparu sur ce secteur. Les sansouirs. Cette végétation rougeoyante à l'automne est composée de plantes parfaitement bien adaptées au milieu salé. Ah, c'est joli là, j'aime bien ces coins là. Ouais. Ouais, mais tu vois que c'est récent, quoi. Tu vois tous les petits buissons de salicorne vivaces qui sont jeunes et qui ont à peine quelques années. Ça peut aller vite là, à partir du moment où tu as des touffes de salicorne pérennes comme ça qui sont disséminées à droite à gauche. Tout ça, ça va grossir. Là, si on fait un relevé ici, ce qu'on voit beaucoup, c'est les salicornes annuelles. Donc c'est des salicornes qui vivent une partie de l'année, qui meurent et qui font des graines. Donc c'est une plante qui dure qu'une année, même un peu moins d'une année, juste le temps qu'elle se développe. Et on a d'autres espèces, par exemple ça, c'est une jeune pousse d'une salicorne vivace qui s'appelle Arthrocnemum glaucum,
Et là, on la reconnaît bien, elle a une petite échancrure là, entre les segments. Les milieux à salicorne comme ça, que ce soit des salicornes annuelles ou à salicorne vivace, c'est des milieux qui régressent à l'échelle de l'Europe. Et c'est des milieux qui sont protégés par l'Europe, donc c'est une super réussite de les voir se redévelopper dans des endroits où ils étaient autrefois présents. Et quand on voit un paysage comme ça, si on prend une photo, c'est pas évident de dire qu'on est sur un site qui était une exploitation de sel il y a 10 ans. Il y a 10 ans. Et moi, je me souviens, il y a moins de 10 ans, ici, il n'y avait absolument aucune végétation qui était présente. C'était que du sol nu, que des vasières. Et c'est quand même impressionnant de voir la vitesse à laquelle la végétation a recolonisé tout ce secteur. L'enjeu ici, c'est de retrouver un littoral naturel et puis des zones humides qui fonctionnent le plus naturellement possible. Et l'enjeu aussi, c'est inévitablement de s'adapter à l'élévation du niveau marin et au changement climatique. Donc ce choix de solutions fondées sur la nature, ce choix de plutôt composer avec la nature plutôt que de lutter contre, on pense que c'est un scénario aussi qui est le seul qui soit viable à terme. Et ce site, il est important aussi parce qu'il constitue un petit peu une zone test de ce qui pourrait, pourquoi pas, être envisagé progressivement dans d'autres deltas ailleurs sur le bassin méditerranéen. Le bon fonctionnement du fleuve et de son écosystème est vital pour conserver une biodiversité riche et complexe. Aujourd'hui sévèrement menacée, nous réalisons l'importance des services qu'elle rend à l'humanité. En s'inspirant des mécanismes naturels, les expérimentations menées sur le Rhône sont un espoir considérable. Elles nous prouvent qu'en laissant un peu de temps et d'espace à la nature, la vie reprend toujours ses droits. Ces approches permettront demain aux populations humaines de continuer à bénéficier des richesses de nos cours d'eau.